bonjour Nicolas Chemla, et merci beaucoup d'avoir accepté de prendre du temps pour faire cette interview. Bonjour Lola. Je voulais absolument voilà, parler de ton écriture, de plein de pistes. Je rappelle juste, on est à la librairie de l'Apprenti dans le 5e arrondissement. Maintenant, on commence à la connaître. Mais donc, merci beaucoup à Corentin d'avoir accepté de nous laisser filmer dans cette librairie. Et je t'ai découvert à l'occasion de la sortie de l'Abîme en 2023 au Cherche Midi pendant la rentrée littéraire d'août 2023. Et je trouve qu'on en a discuté justement avec Pierre Polygone. C'est vraiment une écriture qui est très particulière, jolie, je le dis dans le sens positif, mais dans le sens où c'est peut-être la première fois où j'ai vu en tout cas une telle particularité avec des passages qui passent du trash au poétique, du très cru à du quasi onirique. Et je trouve qu'il y avait une frontière qui était très jolie entre le réel et le rêve, entre le cru, le quotidien, la réalité. Enfin, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles tu joues, je trouve, dans ce texte. Et donc, dans le texte que tu viens de publier donc, dans la collection Vrille, qui s'appelle Amsterdam, voilà, il y a plein de réflexions sur des relations amoureuses, des relations sexuelles, sur le désir, la peur, sur l'homosexualité, sur beaucoup de sujets. Alors, j'ai toujours peur comment dire, quand je présente ces livres-là, ils sont très très courts. Je ne veux pas les trahir. Alors, est-ce que je peux te laisser le soin de raconter, de faire un petit résumé de Amsterdam? Oula. Bah oui, effectivement, vu que c'est déjà très très court, c'est compliqué de. Surtout qu'en fait, est-ce qu'il y a une histoire dans Amsterdam? C'est une espèce de confession et de plongée dans une relation amoureuse qu'on dit en anglais par exemple abusive, abusive relationship, voilà, les relations abusives. Aujourd'hui, on parle beaucoup de pervers narcissiques, donc un peu à tort et à travers, mais voilà, il y en a, ça existe, c'est un cauchemar, et donc si on peut envisager que s'il y a un sujet dans Amsterdam, c'est bien celui-là. Mais il y a aussi, comme tu le dis, le désir, le vertige du désir et le désir, enfin ce qu'il peut y avoir de destructeur en fait dans le désir et qui rend ce genre de relation assez terrible et fascinante à la fois, quoi. C'est-à-dire que bon, on va pas se mentir, quand je dis c'est une confession, à l'époque où je l'ai écrit, j'étais pris moi-même dans une relation comme celle-là. Et c'est complètement vertigineux. Et c'est vraiment terrible en fait. C'est un cauchemar où ce qu'on imaginait être le plus beau se transforme en quelque chose d'absolument destructeur et ravageur, quoi. Et je trouvais que justement dans cet écart-là, enfin, j'en reviens toujours à la verticalité. Je parle de ça à longueur d'interviews et de textes. Mais quand on a cette brèche qui s'ouvre, on se dit qu'il y a matière là à création, quoi. Plus que témoignage, parce que moi, je crois pas trop dans une littérature ni qui dénonce, ni qui sauve. Même si oui, enfin, ça peut, mais moi c'est pas mon objectif. Je veux juste rendre compte de ce vertige, de cette richesse, de cette beauté. Et tu parlais tout à l'heure de passer du trash à l'onirique, ou ce genre de grand écart entre guillemets. Mais enfin, pour moi, ça n'a rien d'original. Je veux dire, de Baudelaire à Genet. C'est la littérature qui m'inspire. Elle se situe précisément là, enfin, en tout cas, elle effectue cette transmutation un peu alchimique, quoi. J'ai pris de la boue, j'en ai fait de l'or. Enfin voilà. Alors, je sais pas si j'en ai fait de l'or, mais on choisit orange comme couleur, c'est déjà pas Mais mal. du coup, est-ce que l'écriture, c'est aussi une porte de sortie, d'une certaine manière, de cette relation? Il y a aussi un grand écart avec... c'est un texte qui est composé de deux parties. Ouais, Il y a d'abord la partie qui a été écrite en 2007, ouais, qui est une écriture un peu du voyage. On voit à la fin Paris, Saigon, Zagreb, etc. Et ouais. puis à la fin, on a ce texte de 2024 qui, à la fois, est une continuité de ce texte de 2007, Ouais. et en même temps est aussi un recul, une certaine distance sur ce que tu as pu écrire en 2007. Du coup, il y a cette Oui, oui, parce proposition. que effectivement, bon, donc c'est un texte que j'ai écrit il y a 15 ans.
Et que donc Pierre, les deux Pierre de Zone Critique, enfin de Vry et Victor m'ont proposé de publier parce qu'ils le trouvaient bien. Et donc on s'est tous dit, c'est ce que j'explique dans le post-scriptum, parce qu'effectivement il y a quelque chose, l'homosexualité, la manière dont elle est vécue a tellement changé, la manière dont elle est représentée a tellement changé en donc presque 20 ans quand même, hein, on est en 2024. Qu'on peut, voilà, on peut, et d'ailleurs je l'ai déjà entendu, des gens qui disent on n'écrit plus comme ça sur l'homosexualité, un peu comme si ça ne se faisait pas. Alors moi déjà, ce qui se fait et ce qui se fait pas, je m'en fous un peu. Je crois pas à nouveau que ce soit le lieu de la littérature de coller à ce point à son époque, de jouer suivant les codes ou de rester dans le cadre, quoi. Enfin, le texte propose un vertige et une espèce d'embrasement qui reste valable. Enfin, moi, je lis énormément d'œuvres du passé et je crois que ce qui les rend intéressantes, c'est leur capacité à être encore vivaces. Mais enfin, je crois qu'il faut lire le post-scriptum, quoi. Je pense que contrairement à ce que veut nous faire croire une certaine représentation médiatique et littéraire de l'homosexualité aujourd'hui, il y a encore énormément de souffrances. La violence domestique entre les hommes, entre hommes, est encore une réalité. Les pervers narcissiques, ou en tout cas des personnages comme ça un peu destructeurs qui vampirisent leurs partenaires, il y en a plein, chez les gays comme chez les hétéros, et il y en a de plus en plus, peut-être évidemment parce que l'étiquette est là, donc il y a toujours cet effet un peu... mais il y a aussi, je crois, une vraie modification dans les relations humaines via les applications, notamment la représentation de soi, qui rend les relations toujours plus compliquées. Et ça me paraissait important de souligner ça. Donc, à nouveau, il ne s'agit pas ni de dénoncer, mais juste de dire, voilà, il y a une réalité, qu'est-ce qu'on en fait, comment on la raconte, comment on en fait œuvre, quoi. Voilà. Et comment est-ce que tu as choisi, alors cette écriture-là, on en avait parlé un peu pour l'abîme, il y a aussi une forme de brutalité des mots, qui n'est pas forcément une brutalité qui est négative, mais avec un rapport cru au langage, un rapport cru au corps. Comment est-ce qu'il y a justement cette construction avec ce texte-là? À quel point c'est important aussi de dire les vrais mots du quotidien et pas passer par 17 000 métaphores pour raconter la dureté d'un sujet, la dureté d'une relation, d'une violence? Euh, je sais pas vraiment. En fait, bon, je travaille énormément mes textes, hein, donc il ne s'agit pas de dire j'écris comme ça vient, mais euh, il y a quelque chose qui s'impose en fait dans le rythme, dans la musicalité, justement dans l'alternance ou pas d'un passage à l'autre. Mais il y a aussi, enfin après moi j'ai pas tous les passages en tête, ni de l'Abîme ni d'Amsterdam, mais ce que je crois c'est que, enfin à nouveau j'en reviens toujours à la notion de nécessité. Mhm. Dans l'Abîme, quand je décris le chat de manière un peu on va dire, poétique ou décadente, enfin dans ce style un peu huysmancien. C'est parce que, enfin, bizarrement, moi je cherche pas à faire lyrique, je cherche à retranscrire l'émotion que provoque un chat, que procure, Mhm. qu'on peut ressentir à admirer ou à observer un chat. Et on peut dire le chat est beau, voilà, ou il trouvait le chat beau. Ouais. Déjà, c'est pas très joli, le chat beau. Le chat est mystérieux, ok. Mais donc en fait, à un moment, si on veut vraiment rendre le mystère qu'il provoque, d'abord il y a une question de précision dans la manière dont on le décrit, et donc la précision, forcément, ça amène à des choix de vocabulaire qui vont s'éloigner Mhm. du langage quotidien et de l'oralité. Et donc il y a non seulement la précision, mais il y a aussi comment les mots vont créer ce que moi j'appelle l'envoûtement, ou Baudelaire qui est ici représenté. Il parlait de sorcellerie évocatoire. Donc comment on choisit des phrases et des mots qui vont justement recréer ce que moi ou le personnage peut ressentir à la vue d'un chat. Donc c'est ça que j'appelle la nécessité. Et quand on en vient à des passages un peu crus, où on va dire beat, God, ou je sais pas quoi, c'est aussi parce que justement on est dans un passage
un moment de la narration où on est dans quelque chose de brutal. Là, en l'occurrence, dans Amsterdam, le partenaire en question est quelqu'un qui ne croit pas en l'existence de l'âme, qui a une approche purement mécaniste du sexe. Et donc, bah voilà, à un moment, ça s'impose aussi justement d'avoir cette brutalité-là parce que c'est la brutalité de ce qui se passe. Voilà. Donc je sais pas enfin j'en fais pas une loi. La seule loi pour moi, c'est la nécessité le choix de style s'impose. En fait, je lisais récemment Turles Les désarrois de l'élève Turles de Musil, qui refuse, dit-il, et dit-on de lui, à la fois d'être perçu comme un styliste et comme un psychologue. Et en fait, c'est un texte qui est incroyablement écrit, qui, contrairement à ce qu'on dit dans l'introduction, est parfois assez lyrique. Enfin, il y a vraiment des passages qui sont quasi mystiques, quoi. Mais en fait, ce dont on se rend compte en lisant ce texte, c'est que le style, c'est la psychologie, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment le langage de l'âme, le langage de l'esprit. Par le style, c'est l'esprit qui s'exprime, c'est l'âme qui s'exprime. Donc c'est ça qui guide les choix, en fait, pour moi. Et aussi une violence. Alors la violence, elle est multiple, elle est un peu partout dans ce texte-là, mais parce que la Dans violence Amsterdam. est partout, oui, dans la société aussi. Ouais. Mais il y a la violence au sein du couple. Et puis il y a une certaine violence qui, bon, on va en parler, mais sur par exemple son partenaire qui est absolument dégoûté après avoir fait l'amour, qui est dans le rejet le plus absolu, qui n'est pas forcément du coup compris par son partenaire, qui n'est pas une vraie relation qui est assez difficile entre les deux. Et puis il y a une violence aussi, et tu en parles aussi dans la partie après en 2024, dans le post-scriptum. Il y a ce côté aussi violence de la société, évidemment contre l'homosexualité, il y a une certaine haine, un rejet et une peur du coup qui est perçue. Et finalement en fait on a l'impression que de 2007 à 2024, cette peur elle est toujours la même si la société change, le regard change. On a l'impression qu'il y a quand même tu parlais d'une blessure qui reste ouverte. Donc cette violence, en fait, elle reste inchangée au fur et à mesure. Oui, c'est ce que je disais, le début du post-scriptum, voilà, on va spoiler le post-scriptum, mais donc je pars effectivement d'une citation d'une chanteuse qu'on ne nommera pas, qui dit qu'elle n'a jamais vécu le fait d'être queer comme un drame. Et oui, je pense qu'effectivement, dans un certain milieu aujourd'hui, ça pose plus aucun problème. À la limite, c'est même plutôt, enfin voilà, c'est cool, c'est une forme d'affirmation, espèce de rébellion contre le patriarcat vilain qui est responsable de tous les maux de la terre. Donc en fait, il faut être queer pour être politique. Bon, très bien. Enfin moi, c'est des choses que j'ai pu penser déjà et vivre il y a 25 ans. Mais il n'empêche que la souffrance demeure, enfin, et la violence, dès qu'on sort de ce milieu-là, c'est assez dur. Dans ce milieu-là même, la violence demeure. C'est-à-dire que très souvent, justement, plus la revendication va être violente, plus, en vérité, si on creuse un peu, dès qu'on parle avec ces personnes-là, il y a une relation très conflictuelle au père ou à la mère ou à l'oncle ou au grand-père. Enfin, on continue malgré tout, et est-ce que c'est justifié ou pas, on n'aurait pas assez de 3 semaines ou de 3 ans pour en discuter, mais on continue malgré tout de se construire dans un rapport au genre, au désir, qui reste problématique. Et donc, moi, je crois que c'est jamais totalement anecdotique de se lancer dans cette aventure du désir, et notamment, je pense, de l'homosexualité masculine qui a un rapport très ambigu justement à la virilité, au masculin, dit traditionnel, et donc et au danger et à la souffrance. C'est ce que je raconte aussi, c'est-à-dire s'avancer dans une backroom, aller voilà, ou dans un lieu de baise en plein air, ou même maintenant sur les applications. Enfin, je veux dire, le danger est encore plus grand. D'ailleurs, il y a une multiplication des guet-apens et de plus en plus d'hommes qui tombent, enfin, et de femmes également, qui tombent victimes de prédateurs voilà. Je veux dire, débarquer au milieu de la nuit chez un inconnu parce qu'il vous a envoyé 3 photos, ou alors s'avancer sur une aire d'autoroute en pleine nuit. Je veux dire, on va quand même
on avance au bout de la nuit, voilà, c'est vraiment. Et donc on va voir ce qu'il y a, et on a très envie, on a très peur, on est excité, et en même temps, on met un peu sa vie en danger, quoi. Donc c'est pas exactement la même chose que d'aller traîner dans les soirées queer à Paris et te faire ouais, c'est trop cool, on regarde RuPaul entre copines, et c'est pas exactement la même mise en danger de soi. Et donc ça reste, ça demeure. Et peut-être que c'est une vérité du désir, en fait, je veux dire, éternelle. C'est-à-dire que dans le désir, il y a ce mouvement, il y a cette émotion, donc il y a ce mouvement de l'âme, il y a ce mouvement hors de soi. Et quand on va hors de soi, ben forcément, à un moment, on passe au-dessus du vide, quoi. Voilà. Puis il y a aussi une sorte d'invisibilisation parce que en vrai, quand on parle des violences conjugales, la plupart du temps, ce qu'on imagine, c'est des violences faites entre un homme et une femme. Oui. La plupart du temps, du coup, une image des violences conjugales avec l'homme qui tape la femme. Oui, Ici, ce qui c'était demeure, important. Non, bien sûr. ce qui demeure une Non, mais grande bien sûr. majorité des cas. Mais ce qui est important, c'est aussi ne de nous voilons rappeler pas la aussi face. qu'il Ah y oui, a oui. des violences conjugales dans les couples gays et que c'est important aussi de comprendre cette relation qu'il y a entre ces deux personnages-là dans ce livre-là. Un personnage qui est meurtri après, Ouais. après que son conjoint l'ait frappé. Enfin, c'est une vraie violence qui est à la fois psychologique, à la fois physique. Mais parce qu'il y a une, parce que voilà, parce qu'il y a une, ou parce qu'on grandit avec avec cette peur d'être démasqué, d'être, voilà, cette peur de décevoir ses parents. Enfin, je veux dire, c'est quand même, c'est vraiment une construction très, malgré tout, toujours conflictuelle et dans un conflit à soi aussi. C'est-à-dire que Même au niveau de l'enfance, c'est ce qui est écrit dans ce texte-là. C'est oula. non, mais Ah ouais, des non, 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 petits. mais alors l'enfance, non, mais c'est terrible, les gamins, enfin, ils sont terribles, moi, Non, bien et sûr. encore aujourd'hui, moi, je les entends, enfin, l'autre fois, j'étais enfin, on s'en fiche, je vais pas raconter ma vie, mais oui, enfin, encore récemment, j'entendais des gamins se traiter de sales pédés et d'enculés entre eux, et voilà, et moi, qui ai été out à peu près toute ma vie, qui n'en a jamais fait un... Enfin, je l'ai pas vraiment vécu comme un problème. Enfin, ça s'est globalement bien passé. Tous mes coming out, parce que c'est ça le truc aussi du coming out. Enfin, Ribon raconte ça très bien déjà. Hein, c'est que l'homosexualité se vit comme un coming out permanent. C'est-à-dire que, à moins de le porter vraiment sur le front, je sais pas, ou en portant des t-shirts qui disent I am gay, globalement, on est tout le temps confronté à des situations, à chaque nouvelle personne qu'on rencontre. En même temps, on dit pas salut, je suis gay. Donc, mais il y a un moment dans la conversation, ça va devoir venir. Bref, donc ce que je veux dire, c'est que moi, tous mes coming out se sont à peu près toujours bien passés. Mais malgré tout, et étant voilà, un homme, je veux dire, mûr, approchant de la cinquantaine, quand j'entends des gamins à côté de moi qui s'insultent entre eux, qui se traitent de sales pédés, bah forcément, ça ravive une blessure qui est... voilà, puis je pense que c'est le genre de truc qui se referme jamais. Enfin, je veux dire, même si on vit bien, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pardon. J'aime bien vous voyez. Je suis désolé, c'est mon côté old school. Et il y a aussi cette place aussi de l'homme vrai, ce qui est expliqué dans ce livre-là. C'est les vrais hommes, c'est entre guillemets, entre hein, guillemets, j'ai non, bien, justement, c'est hyper important de mettre des guillemets. Évidemment. Mais oui, il y a encore ça. Avec Ouais, cet autre côté, enfin, il y avait une phrase qui m'avait vraiment marquée, c'est ma virilité est virtuelle. Ouais. Et je voulais que tu l'expliques dans cette idée-là. Mais dans le sens où c'est vraiment une virilité qui est construite, qui doit correspondre à une standardisation dans la société. Et il faut correspondre à ce critère-là, selon sa sexualité, selon... Oui, mais alors, moi, il y a deux choses qui me paraissent importantes. Moi, j'ai été très déconstructionniste hein, dans les années 90-2000. Je l'ai déjà raconté. Et donc voilà, enfin, j'ai lu Butler bien avant qu'elle soit traduite en France. Et en même temps, alors encore mieux que Butler, moi j'adore Donna Haraway. Donc voilà, s'il faut lire un livre pour moi sur le genre, c'est le Cyborg Manifesto de Donna Haraway. Mais je crois que voilà, tout n'est pas de l'ordre du discours, tout n'est pas de la construction pure. Donc cette notion d'une virilité traditionnelle ou d'un masculin traditionnel, je trouve que c'est abusif en fait de dire que c'est purement construit et absolument infondé. J'ai pas la réponse, mais en tout cas je crois que c'est un peu plus simple que de dire simplement c'est juste une construction de la société qui nous manipule et qui veut imposer. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà,
la biologie n'est pas une pure invention. Et même si je sais comment voilà, on projette des constructions sociales sur la lecture du monde naturel, voilà, j'ai bien suivi mes cours. Toujours est-il que voilà. Mais une fois qu'on s'est dit ça, tu parlais de, oui, de ma virilité est virtuelle. Bah oui, je veux dire, voilà, moi quand on me voit, généralement, la plupart des gens, ils disent ah ouais, voilà, un peu côté un peu bourrin, grosse barbe, etc. Ouais, enfin voilà, moi en même temps, je ne me rase pas parce que j'ai la peau très sensible, donc au contraire, c'est plutôt l'inverse d'une virilité, c'est juste, j'ai vraiment. Voilà, je ne peux pas me raser. Mais c'est surtout que voilà, comme je dis, je ne sais rien faire de mes mains. Je ne m'intéresse pas du tout au foot. La plupart des sports ne m'intéressent pas. La mécanique non plus. Même si je fais de la moto, mais c'est juste parce que c'est le plaisir de la glisse, quoi. Et en fait, assez souvent, donc c'est là que le rapport au genre, à l'identité, tout ça. Moi, je me suis jamais senti garçon, en fait. Et quand je suis avec des vrais garçons, c'est-à-dire des types voilà, hétéros, cisgenres, qui discutent entre eux, enfin qui font des remarques sur les jeunes filles qui passent, qui vont parler de football, de mécanique, de je sais pas quoi. Je me sens mais totalement étranger, mais vraiment. Enfin, c'est-à-dire, et puis même je me sens mal à l'aise en fait parce que j'ai l'impression d'être comme eux et de pas être comme eux. Enfin voilà, je me sens totalement aucun rapport avec eux. Et donc c'est comme, bon, c'est un très mauvais film, je le déteste. J'ai pas du tout ce film, mais Guillaume et les garçons, le titre est génial, quoi. C'est-à-dire que voilà, il y a Guillaume et les garçons. Bah moi c'est pareil, je me suis jamais senti à l'aise dans la compagnie des garçons. Voilà. Est-ce qu'il y a des inspirations, des influences qui t'ont aidé dans ton écriture ou qui ont parlé justement de ces questions-là et qui ont permis, selon toi, de libérer un peu cette parole-là tu parlais tout à l'heure de livres qui t'avaient marqué, mais... Bah, forcément, la rencontre avec Jeunet, ça laisse pas indifférent. Et puis, moi, je continue de penser, même si ça fait quelques années que je suis plus trop d'accord avec lui, mais réflexion sur la question gay de Didier Ribon, pour moi, c'est un livre magnifique et fondamental, enfin essentiel. Puis après, je sais pas, moi, qu'est-ce que je peux te dire enfin voilà, Proust. Je sais pas, enfin. Après, moi, j'aime pas la notion de culture gay ou d'identité gay. Enfin, d'ailleurs, je refuse la notion d'identité, quelle qu'elle soit identité française, juive dans mon cas. Non, pour moi, l'identité, ça j'ai toujours perçu ça comme une prison, un enfermement. Donc du coup, la culture gay, littérature gay, mais bon, voilà, il y a des auteurs. Enfin, en tout cas, il y a une manière de parler du désir, de la liberté, de ce qu'on en fait, en fait. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je suis pas là pour donner des leçons à quiconque, mais en revanche, j'essaie juste de faire des phrases, quoi, qui vont, qui vont à un moment peut-être rencontrer un cœur, une âme, un esprit, un regard. Et donc c'est ça qui aide en fait, moi je crois, c'est dans une bibliothèque, voilà, de rencontrer, enfin d'entendre une voix qui vient de loin et qui en même temps te dit non pas ça va bien se passer, mais il y a quelque chose à en faire, quoi. Et j'avais une dernière question sur le voyage, parce que le voyage Ah est quand oui. même présent vachement. Il y a Oui, des récits de Amsterdam, voyage, c'est des un livre de paysages. voyage. Ouais. Non, non, mais en tout cas, il y a la place du voyage voilà, qui est présent. C'est une Ouais. écriture qui a été multiple dans les voyages, avec Paris, Saigon, Oui, Zagreb. oui, oui. C'était quoi la place du voyage aussi pour toi dans l'écriture ou en général Oula. À vrai dire, c'est dans Amsterdam, c'est un peu plus un hasard. C'est que je trouvais intéressant l'épisode du passage en Croatie, donc de la rencontre avec ces Croates, voilà, qui incarnent une forme de peur et de désir. Et puis Saigon, Ho Chi Minh City, mais Saigon étant un quartier d'Ho Chi Minh. Voilà, j'ai vécu longtemps là-bas, donc c'est quelque chose qui m'a marqué. Et je trouvais justement intéressant ce que le Vietnam incarne par rapport à la rigidité, la solidité, le caractère figé des identités ou de la pensée occidentale.
la fluidité. Enfin, moi, voilà, s'il y a un mot que je revendique beaucoup plus que gay ou queer, voilà, c'est la fluidité, le gender fluide, ça me parle. Mhm. Et donc le Vietnam, le Mékong, le delta du Mékong, toute cette géographie qui est totalement justement fluide, trouble. C'est vraiment, enfin voilà, physiquement, la terre et la mer se mélangent, on ne sait plus où on est. Vous voyez les rizières, c'est couvert d'eau et en même temps c'est la terre. Euh, et la pensée vietnamienne elle-même, et son histoire, enfin voilà, tout ça incarne une forme c'est même pas un envers en fait, c'est une espèce de jeu avec la raison occidentale qui moi m'a beaucoup inspiré et qui inspire évidemment mon écriture. Moi je parle toujours justement ouais, de l'échappée belle, Mhm. d'une forme de jeu aussi avec le jeu JE et avec la langue. Et puis voilà, je sais pas, ouais enfin voilà, l'échappée belle, prendre la tangente quoi. C'est le Be Like Water de Bruce Lee, Mhm. pour en revenir un peu à des fondamentaux. Voilà, Mais, Be Water, my friend, dit-il dans un de ses plus grands discours. bon, on va conclure sur ces belles paroles. Magnifique, Et soyons liquides. absolument, et encore un grand merci pour cet entretien, c'était très intéressant. Et Merci à toi. j'invite tout le monde évidemment à lire Amsterdam, donc Moi dans la aussi. collection Vrille. Ouais. Encore un grand merci à Corentin pour voilà, cette belle librairie, nous avoir permis de tourner cet entretien. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui sont dans l'équipe de Zone Critique, et en particulier pour Vrille. Et donc Amsterdam, rendez-vous évidemment pour Ouais. le lire, et je vous laisse le découvrir. À très bientôt. À très bientôt.